Ah merde, je suis grillé. Épisode 18, Parole de singe, écrit par Steve DeJarnat et réalisé par Stuart Whitmore Jr. Le titre original de cet épisode, c'est Fearful Symmetry, et c'est une référence à un poème de William Blake, Le Tigre. William Blake, c'est un poète du XVIIIe siècle, qui est une vraie institution en Angleterre et aux États-Unis. C'est un auteur qui est très souvent cité par des artistes, et qui est beaucoup moins connu dans nos contrées. Je le regrette parce que franchement, c'est très très beau ce qu'il fait, et en plus c'est écrit dans un anglais qui est tout à fait accessible. Alors je vais vous citer les vers qui sont reportés dans le guide officiel, et qui ont servi d'inspiration à Steve DeJarnat. Tiger, tiger, burning bright, in the forests of the night, what immortal hand or eye could frame the fearful symmetry. Donc désolé pour mon accent approximatif. En tout cas, on peut le traduire par tigre, tigre flamboyant, dans les forêts de la nuit, quelle main, quel œil immortel pourrait concevoir ton effrayante symétrie. À savoir aussi que le chantier de construction dans lequel on abat la tigresse dans l'épisode porte le nom des tours Blake, donc qui est évidemment une référence directe à l'auteur. Donc référence qui est passée complètement au-dessus de la tête de Chris Carter. C'est ce que j'ai appris en fait en lisant les échanges entre Steve DeJarnat lui-même et le réalisateur qui est aussi un de mes meilleurs potes, Arthur Corras, qui est un très grand fan du film Appel d'urgence de Steve DeJarnat, qui datait de la fin des années 80. Film que vous avez peut-être entendu parler si à l'époque vous lisiez comme moi cette revue Mad Movies avec le fameux numéro 100, le fameux numéro non moins culte, et d'ailleurs en couverture, je vous le donne en mille, c'est X-Files. C'était un numéro qui était extrêmement intéressant parce que il dressait les 100 meilleurs films fantastiques d'après la rédaction pour voilà, sur une période de 24 ans entre 1972 et 1996, et dedans il y avait Appel d'urgence. C'est comme ça que j'avais appris l'existence de ce film. Il y a encore quelques films là, que je n'ai pas vus. Il y avait vraiment des bon, il y avait évidemment des titres extrêmement connus, comme, voilà, vous avez du Star Wars, E.T. extraterrestre, Blade Runner, mais vous avez un film comme, par exemple, Le Cercle Infernal, que je n'ai toujours pas vu, de Richard Loncraine, avec Mia Farrow. Donc, moi, j'aime bien, en fait, quand on nous fasse sortir des sentiers battus. Donc Arthur est un très très grand fan d'Appel d'urgence. Alors si vous ne l'avez pas vu, essayez de... il est ressorti en Blu-ray il n'y a pas si longtemps. Donc c'est un film voilà, extrêmement étonnant, qui commence comme une comédie romantique dans laquelle Anthony Edwards, qui jouait dans la série Urgence, campe un musicien de jazz qui tombe amoureux d'une barman. Et puis en pleine nuit, dans une rue à New York, il y a une cabine téléphonique qui ne cesse de sonner. Il prend l'appel. Et puis à l'autre bout du fil, en fait, il s'avère que c'est un militaire qui croit avoir son père au téléphone pour l'avertir de l'imminence d'une apocalypse nucléaire, en fait, que plusieurs missiles vont s'abattre sur la ville. Donc c'est une course contre la montre dans laquelle Anthony Edwards va essayer de retrouver sa petite amie pour la mettre à l'abri. Et j'aurais dû citer ce film dans la chronique précédente consacrée au diptyque La Colonie, parce que j'avais parlé un petit peu de la carrière de Brian Thompson, qui campe le chasseur de primes aliens, et ben en fait il campe ici le pilote d'hélicoptère, il a un rôle assez important. D'ailleurs Anthony Edwards le croise dans un club de gym. Donc voilà, il est parfaitement à sa place là-dedans, Brian Thompson. Donc Arthur, grand fan de Appel d'urgence, mais aussi très grand fan d'X-Files, a souhaité directement interroger Steve DeJarnat pour savoir si son scénario de Parole de singe était respecté. Parce qu'on peut lire maintenant dans les guides que c'est un film un épisode qui a souffert de beaucoup de réécriture et de reshoot. Et j'ai envie de dire que ça se sent. Alors, il s'avère que Steve DeJarnat dit que, dans les grandes largeurs, en fait, son script a été respecté. Il y a surtout les dialogues qui ont été modifiés. Et la très grande différence, ce serait, en fait, dans le traitement des personnages, qu'on va dire, plutôt écolo de l'épisode, qui était dans son script 100% les héros, et qui s'avère, là, beaucoup plus ambigu, avec ce revirement de situation, franchement... Même sans savoir ça, je trouvais que c'était mis au forceps. D'autant plus qu'à la fin de l'épisode, il y a cette fameuse voix off, dont j'avais déjà évoqué le côté extrêmement artificiel du procédé dans l'épisode Aubrey, dans lequel, en voix off, on va
conclure quelques arcs, et là on n'y coupe pas en fait, hein, en connaissant finalement le futur de certains de ces personnages qui vont connaître des procès, etc., et qui sont inquiétés pour complicité de meurtre, ce genre de choses. Il pourrait d'ailleurs être intéressant de se procurer la novélisation de l'épisode qui a été traduite en France, novélisation qui se base normalement directement à partir du scénario de Steve de Jarnatt. Ce qui est surtout intéressant en fait dans ces échanges entre Steve de Jarnatt et Arthur, Steve de Jarnatt il semble vraiment très accessible, donc c'était très sympa cette petite conversation. C'est aussi que malheureusement ça n'a pas très matché entre lui et Carter. Il faut savoir que Steve de Jarnatt travaillait sur un pilote de série où il aurait été vraiment le showrunner, un projet qui s'appelait Planet Rules, et dans lequel un des personnages principaux était incarné par la comédienne Perry Reeves, et qui était la petite amie de l'époque de David Duchovny. Ça je l'avais déjà évoqué dans l'épisode médiocre qui était Les Vampires. Et c'est comme ça que Steve de Jarnatt a appris de la bouche même de Perry Reeves que David Duchovny était extrêmement heureux de l'arrivée de Steve de Jarnatt. Donc j'imagine que Duchovny, en cours de la saison 2, bon bah c'était déjà le personnage principal de la série, donc sa popularité grandissante lui a permis peut-être d'appuyer certaines venues. Malheureusement, entre Jarnatt, donc comme je disais, et Carter, ça n'a pas matché, parce que Steve de Jarnatt aimait bosser ensuite sur ses projets plus perso, après 16 heures. Or, pour faire partie de la grande famille d'X-Files, comme il le dit dans cet échange, eh bien il fallait rester jusqu'à 23 heures et non pas 18 heures, qui était l'horaire syndical. Voilà, aujourd'hui on appellerait ça du crunch, hein, c'est le terme qu'on emploie souvent d'ailleurs pour dénoncer ces équipes créatives qui bûchent très très dur pour finaliser un jeu vidéo. Donc évidemment il y a eu les scandales auprès de chez Rockstar notamment, et c'est vraiment dommage que ça n'est pas collé, parce que Steve de Jarnatt avait sans doute beaucoup plus à apporter pour la série. C'était pas un choix qui était déconnant, parce que Appel d'urgence, c'est un film évidemment profondément apocalyptique, hein, dans son ton. Parole de singe, sans l'être totalement, il y a une ambiance qui est plutôt pré-apocalyptique, dans la mesure où c'est une histoire comme ça de rap extraterrestre, et voilà, qui se consacre exclusivement à des animaux pour se constituer une sorte d'arche de Noé. Alors, c'est pas une histoire que je trouve absolument passionnante, mais après tout, pourquoi pas. Et puis, bah, il faut savoir que le film Appel d'urgence était à un moment pressenti pour être un épisode à part entière de la série La 4e dimension. Et on sait évidemment les connivences qu'il y a entre X-Files, La 4e dimension, voire au-delà du réel. Donc vraiment c'est un rendez-vous manqué que je regrette. Je regrette aussi que l'épisode n'ait pas été réalisé directement par Steve de Jarnatt, parce que c'est un vieux routier en fait, hein, Stuart Whitmore Jr., à qui on doit des épisodes du Rebelle, de Riptide, et voilà, il a fait quelques Buffy, quelques Angel. Et voilà, il n'y a pas de grande originalité, même si je ne peux enlever quand même une certaine qualité plastique due au travail de la photo, il y a beaucoup de scènes nocturnes, des scènes grises un peu pluvieuses. Ça me rappelle un petit peu la Corrèze en automne, qui est une région que j'aime beaucoup. Et puis il y a un prologue qui est pas mal, il y a quelques moments forts, par exemple évidemment la séquence d'autopsie de l'éléphant, qui me rappelle un petit peu ce grand nanar de John Guillermin qui s'appelle King Kong Lives. Et puis il y a aussi ces scènes très intéressantes entre le gorille Sophie et puis l'éleveuse. D'ailleurs c'est une des scènes jouées en fait par un comédien costumé. C'est un costume prêté par Rick Baker, un costume plutôt très bien réussi, mais Rick Baker évidemment c'était le nom à Hollywood pour les costumes de singes. Alors il y a une autre petite chose à savoir aussi, et je trouve que c'est vraiment le truc le plus croustillant en fait dans ces échanges entre Steve de Jarnatt et Arthur, c'est que voyant que Carter ne connaissait pas William Blake, il lui a parlé aussi du roman Dragon Rouge de Thomas Harris. Donc vous savez, c'est le premier roman qui pose comme ça les bases de sa saga avec Hannibal Lecter.
Et dans Dragon Rouge, donc, il y a un chapitre avec un tigre, hein, qu'on peut voir dans le film de Michael Mann. Et Carter ne connaissait pas non plus le bouquin. Alors Steve DeJarnette lui a offert un livre, voilà, même si leur collaboration ne s'est pas très bien passée, il y avait une entente cordiale. Mais de toute façon, c'est tout ce qu'il raconte, il n'y a absolument pas d'animosité. Hein, il est vraiment extrêmement courtois. Voilà, c'est des caractères qui ne se sont pas entendus, mais il crache absolument pas sur la série. Bon bref, il lui a donné un exemplaire du livre, et quelques mois plus tard, Carter aurait l'idée d'une série avec pour personnage principal un profiler, voilà, qui est vraiment spécialisé dans le portrait des tueurs en série. Ça va donner évidemment cette série que j'aime énormément et qui parfois, je me demande si elle prend pas le pas sur la série X-Files, qui est Millennium. Donc voilà, il dit pas non plus que c'est forcément l'influence directe de Carter, mais c'est absolument indéniable que les romans de Thomas Harris, ou en tout cas les films de Jonathan Demme et peut-être du Michael Mann, a infusé dans le cerveau de Carter, hein, pour la création de la série. Au final, eh bien, on peut dire que c'est un épisode malheureusement qui est médiocre, malgré quelques qualités qu'on a déjà citées. Après, il faut quand même savoir que cet épisode, et c'est assez rigolo de le signaler, c'est un épisode qui a eu un prix équivalent à celui glané par l'épisode Quand vient la nuit, voilà, pour sa sensibilité écolo. Et il faut savoir aussi que c'est un des épisodes favoris du pape de la littérature cyberpunk, William Gibson, qui le cite donc comme un des meilleurs épisodes d'X-Files. William Gibson, évidemment, qui collaborera plus tard avec X-Files autour de 2 épisodes. Donc évidemment, on y reviendra quand le moment sera venu. Voilà, en attendant, j'ai rien de plus à ajouter pour l'épisode de Parole de singe, donc à très vite pour un autre. Ah, une scène post-générique, incroyable. Je vous avais promis dans la vidéo précédente consacrée à la colonie qu'il y aurait une série de vidéos consacrées à ma collection. Ça va venir dès que j'ai reçu ma petite commande de DVD, voilà, qui devrait arriver d'ici la fin de la semaine prochaine. Et après, on va pouvoir attaquer ces petits épisodes, voilà. On pourra passer de Bruce Willis à Sean Connery et passer ensuite à Ozu, le fameux réalisateur japonais. Donc ça reste d'être très éclectique et c'est ça qui est cool. On pourrait même parler un peu plus de littérature quand même, hein, parce que entre Jim Harrison, Simenon, j'ai un peu de littérature historique, la littérature de western aussi. Et chez Actes Sud, il y a vraiment une collection de livres qui sont absolument sensationnels. Malheureusement, je pense pas que ça intéresse grand monde sur YouTube. Je pourrais peut-être parler de figurines aussi. Mais bon, ça j'ai arrêté parce que j'ai passé l'âge.